Élodie claqua la porte de la maison familiale avec une violence qui fit trembler les murs anciens de Séville. À 14 ans, ses larmes coulaient comme un torrent, mais elle ne se retourna pas, sentant le poids du regard accusateur de sa mère derrière elle. « Ne reviens jamais, sorcière !» hurla son père, et ces mots la transpercèrent comme une lame, la jetant dans les rues sombres de l'Andalousie, seule avec son secret inavouable. La nuit tombait sur la plaza de España, où les lumières des lanternes dansaient comme des fantômes moqueurs. Élodie errait, son sac à dos rempli de quelques vêtements et d'un journal intime qui trahissait tout, des poèmes dédiés à une camarade d'école, des dessins de mains entrelacés, des confessions d'un amour qui n'avait pas sa place dans le foyer conservateur des Moreau. Originaire d'une famille française expatriée en Espagne pour le travail de son père, un ingénieur dans l'industrie du tourisme, Élodie avait grandi entre deux cultures, mais c'était en Espagne qu'elle avait découvert sa vérité. À l'école, elle avait rencontré Sofia, une fille aux yeux noirs et au rire contagieux, qui avait éveillé en elle des sentiments qu'elle ne comprenait pas encore. Un baiser volé derrière les vestiaires, surpris par un professeur zélé, avait tout fait basculer. Le scandale avait éclaté comme une bombe, appel des parents, regards hostiles, et finalement, la confrontation familiale. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» avait crié sa mère, Claire, les mains tremblantes sur la table de la cuisine. Son père, Pierre, un homme rigide aux principes ancrés dans une éducation catholique stricte, avait refusé de l'écouter. « Tu es une aberration. À 14 ans, tu nous déshonores. » Élodie avait tenté de s'expliquer, les mots se bousculant dans sa gorge. « Papa, je ne choisis pas qui j'aime. C'est juste moi. » Mais rien n'y fit. Il l'avait jeté dehors, avec pour seul adieu une enveloppe contenant quelques euros et un billet de train pour nulle part. « Va-t'en, et ne reviens que quand tu auras changé, » avait ajouté sa mère, les yeux rougis par une tristesse qu'Élodie ne comprenait pas encore. Les rues de Séville devinrent son refuge précaire. Elle dormit sous les ponts du Guadalquivir, mendia pour manger, et évita les regards lubriques des passants nocturnes. L'Espagne, avec ses fêtes flamenco et ses processions religieuses, lui semblait maintenant un décor cruel, où la passion était célébrée mais la sienne condamnée. Elle pensa à Sofia, qui avait fui la ville par peur du scandale, laissant Élodie seule avec son cœur brisé. Les nuits étaient longues, remplies de doutes, était-elle vraiment une sorcière, comme l'avait dit son père ? Ou simplement une fille qui aimait différemment ? Au bout d'une semaine, la faim et le froid la poussèrent à prendre une décision. Avec l'argent restant, elle acheta un billet pour la France, le pays de ses ancêtres, où elle espérait trouver un oncle distant à Paris. Le voyage en train fut un calvaire, des paysages défilant comme des souvenirs flous, des pleurs étouffés dans son pull usé. À la gare de Lyon, elle débarqua, perdue dans la foule parisienne, la tour Eiffel se dressant au loin comme un phare d'espoir incertain. Paris, avec ses boulevards animés et ses cafés philosophiques, représentait pour elle une échappatoire, un lieu où peut-être l'amour n'était pas un crime. Les premiers mois furent durs. L'oncle, un vieil homme solitaire, l'accueillit à contre-cœur, lui offrant un lit dans son petit appartement du Marais. « Ta famille m'a prévenu, » grommela-t-il. « Mais je ne juge pas travail, et reste discrète. » Élodie s'inscrivit dans un lycée public, où elle excellait en littérature et en art, canalisant sa douleur dans des écrits poétiques inspirés de Baudelaire et de Rimbaud. Elle lisait avidement des auteurs français qui parlaient de liberté, de passion interdite, comme Colette ou Yourcenar, trouvant dans leurs mots un écho à sa propre vie. C'est au lycée qu'elle commença à se reconstruire. Elle se fit des amis, des âmes bohèmes qui fumaient en cachette et discutaient de révolution. Mais l'amour restait un terrain miné. Elle observait les couples hétérosexuels avec une envie mêlée de tristesse, se demandant si elle trouverait un jour quelqu'un qui l'accepterait telle qu'elle. Les années passèrent, à 16 ans, elle obtint une bourse pour des études d'art à la Sorbonne, quittant l'oncle pour un studio minuscule. Paris devint son sanctuaire, avec ses musées où elle passait des heures devant les toiles de Monet, imaginant des vies alternatives. À 20 ans, Élodie était une jeune femme épanouie, aux cheveux châtains cascadant sur ses épaules, des yeux verts pétillants de détermination. Elle travaillait comme assistante dans une galerie d'art du quartier latin, vendant des peintures contemporaines qui exploraient les thèmes de l'identité et du genre. C'est là qu'elle rencontra Hélène, une critique d'art de 22 ans, aux cheveux noirs courts et aux yeux bruns intenses, qui entrait un jour pluvieux pour une exposition sur les femmes artistes oubliées. Leur première conversation fut électrique.
Cette toile de Frida Kahlo me rappelle que la douleur peut être belle, dit Hélène, en sirotant un café. Élodie sourit, et que l'amour, même interdit, mérite d'être célébré. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose s'alluma. Hélène, originaire de Lyon, avait elle aussi connu le rejet familial pour son orientation, mais d'une manière plus subtile, des silences pesants, des invitations refusées. Elles parlèrent des heures, de littérature, de voyages, de rêves. Ce soir-là, sous la pluie parisienne, elles s'embrassèrent pour la première fois, près de la Seine, les lumières de la ville reflétant leur passion naissante. Leur relation grandit comme une fleur sauvage. Hélène introduisit Élodie dans le monde intellectuel parisien, soirées littéraires, débats sur le féminisme, marches pour les droits LGBT. Elles voyageaient ensemble, visitant la Provence pour ses lavandes, ou la Côte d'Azur pour ses plages. L'amour entre elles était profond, mêlant tendresse et intensité. « Tu es ma muse » murmurait Hélène en caressant le visage d'Élodie. Mais au fond d'Élodie persistait une ombre, le souvenir de Séville, de sa famille abandonnée. Elle n'avait plus de nouvelles d'eux depuis des années, ayant coupé tout contact pour se protéger. Un jour, un appel inattendu brisa cette harmonie. C'était sa sœur cadette, Marie, qui avait retrouvé son numéro via les réseaux sociaux. « Papa est malade » dit-elle d'une voix tremblante. « Il demande après toi. » Élodie raccrocha, le cœur serré. Hélène la serra dans ses bras, peut-être est-il temps de affronter le passé. Mais Élodie hésitait, la peur et la colère se mêlant en elle. Les rues de Paris bruissaient de vie, mais pour Élodie, le monde semblait s'être arrêté. L'appel de Marie avait ravivé des plaies qu'elle croyait cicatrisées, et ce soir-là, blottie contre Hélène dans leur appartement du quartier Montmartre, elle pleura comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. « Ils m'ont jeté dehors comme un déchet » murmura-t-elle. « Pourquoi reviendrais-je maintenant ?» Hélène, avec sa sagesse tranquille, caressa ses cheveux. « Parce que tu es plus forte qu'eux, ma chérie. Et peut-être que le pardon est une victoire en soi. » Leur relation, déjà solide, se renforça dans ces moments de vulnérabilité. Hélène était l'encre d'Élodie, une femme passionnée par l'art et la justice sociale, qui écrivait des articles pour des revues progressistes sur les droits des femmes et de la communauté LGBT. Ensemble, elles formaient un duo complémentaire, Élodie, l'artiste intuitive, et Hélène, l'intellectuelle analytique. Les mois suivants furent un tourbillon d'émotions. Élodie décida de ne pas répondre immédiatement à l'appel, préférant se concentrer sur sa carrière. À 25 ans, elle avait ouvert sa propre galerie à Saint-Germain-des-Prés, spécialisée dans les œuvres de femmes queer. Le succès vint rapidement, des expositions acclamées, des articles dans Le Monde et Libération. Hélène, de son côté, publia un livre sur l'histoire des lesbiennes dans l'art français, dédié à Élodie. Leur amour s'épanouissait dans les petites choses, des dîners aux chandelles, des promenades main dans la main le long des quais, des nuits passionnées où leurs corps se fondaient en une harmonie parfaite. Pourtant, des fissures apparurent. Hélène, ambitieuse, accepta un poste à Madrid pour une revue espagnole, un contrat de 6 mois. « C'est une opportunité en or » expliqua-t-elle. « Et Séville n'est pas loin. Peut-être pourras-tu en profiter pour revoir ta famille. » Élodie accepta, bien que le cœur lourd. Elles se promirent fidélité, avec des appels quotidiens et des visites fréquentes. Mais la distance pesa. À Madrid, Hélène rencontra une communauté vibrante d'artistes, dont une photographe charismatique nommée Lucia, qui partageait ses passions. Au début, ce n'était que des anecdotes innocentes, Lucia m'a montré des endroits incroyables en ville. Puis, les appels se firent plus rares. Élodie, seule à Paris, sentait une jalousie sournoise s'insinuer. Un soir, lors d'une visite, elle surprit un message ambigu sur le téléphone d'Hélène, « Hier soir était magique. À bientôt, elle. » Le confrontation fut explosive. « C'est qui, cette Lucia ?» demanda Élodie, les yeux emplis de larmes. Hélène nia d'abord, puis avoua, « C'était juste une soirée, rien de sérieux. »« Je t'aime, Élodie. » La trahison frappa Élodie comme un écho de son passé. « Tu sais ce que j'ai vécu. Comment as-tu pu » hurla-t-elle. Elles se disputèrent des heures, des mots durs fusant comme des flèches. Hélène pleura, jurant que c'était une erreur due à la solitude.
Élodie partit en claquant la porte, errant dans les rues madrilènes, le cœur en miettes. Elle pensa à Séville, à seulement quelques heures de là, et une idée germa, affronter son passé pour guérir son présent. Le lendemain, elle prit un train pour Séville, sans prévenir Hélène. La ville n'avait pas changé, les orangers en fleurs, les ruelles pavées, la cathédrale Giralda dominant l'horizon. Elle logea dans un petit hôtel près de l'Alcazar, et contacta Marie. « Je suis là, dit-elle simplement. » La réunion familiale fut tendue. Son père, affaibli par un cancer, était alité. Sa mère, vieillie, l'accueillit avec des larmes. « Nous avons eu tort, murmura Claire. Le monde a changé, et nous avec. » Élodie passa des jours à discuter, à pardonner partiellement. Pierre, dans un moment de faiblesse, avoua « J'avais peur pour toi, dans cette société. » Elle parla de sa vie à Paris, de sa galerie, omettant Hélène pour l'instant. Mais la nouvelle de son retour se répandit, et bientôt, d'anciens amis la contactèrent. Parmi eux, Sophia, maintenant mariée avec enfant, qui s'excusa pour son silence passé. « J'étais terrifiée, dit-elle. » De retour à Madrid, Élodie confronta Hélène. « Je t'aime toujours, mais la confiance est brisée. » Hélène implora le pardon, promettant de rentrer à Paris. Elles décidèrent de donner une seconde chance à leur relation, avec des thérapies de couple et des engagements renouvelés. Les mois suivants furent une reconstruction, voyage ensemble en Espagne, où Élodie présenta Hélène à sa famille réconciliée. Pierre, avant de mourir, murmura à Élodie « Sois heureuse, ma fille. » À 30 ans, Élodie était une femme accomplie. Sa galerie florissait, et avec Hélène, elle planifiait un mariage civil en France. Mais un nouveau choc arriva, Marie révéla un secret familial. « Papa n'était pas ton vrai père, dit-elle. Maman a eu une liaison avec un Français lors d'un voyage. » Cette révélation expliquait les tensions passées, mais aussi libéra Élodie d'un poids. Elle embrassa son identité mixte, française et espagnole, hétéroclite comme son amour. Pourtant, la paix fut de courte durée. Hélène, sous pression professionnelle, commit une autre erreur. Elle accepta une collaboration avec Lucia, sans en parler. Élodie le découvrit par hasard, via un email. La douleur fut immense. « C'est fini, déclara-t-elle, le cœur brisé. » Hélène partit, laissant Élodie seule avec ses souvenirs. Le silence de l'appartement parisien était assourdissant après le départ d'Hélène. Élodie, assise sur le balcon surplombant la Seine, fumait une cigarette, les yeux perdus dans les lumières nocturnes. La trahison, double cette fois, ravivait tous les abandons de sa vie, Séville à 14 ans, Sophia, et maintenant l'amour qu'elle croyait éternel. Pourquoi l'amour fait-il si mal, se demanda-t-elle, évoquant les vers de Verlaine qu'elle aimait tant. Les semaines suivantes furent un tourbillon de travail pour oublier. La galerie organisait une exposition majeure sur les artistes lesbiennes oubliées, un projet cher à son cœur. Elle y investit toute son énergie, rencontrant des femmes inspirantes qui partageaient des histoires similaires de rejet et de résilience. Une d'elles, une peintre nommée Camille, devint une amie proche, offrant un soutien discret sans ambiguïté. « L'amour viendra quand tu seras prête, disait-elle. » Mais Hélène ne disparut pas si facilement. Des messages arrivaient, « Je regrette tout. Donne-moi une chance. » Élodie les ignorait, se concentrant sur un voyage en Espagne pour régler les affaires familiales après la mort de Pierre. À Séville, elle retrouva Marie, maintenant sa seule alliée. « Maman est perdue sans lui, » confia Marie. Claire, veuve, accueillit Élodie avec une chaleur nouvelle. « J'ai lu sur toi dans les journaux. Tu as réussi, malgré nous. » Élodie parla enfin d'Hélène, de leur amour brisé. Claire écouta, sans juger. « L'amour est complexe, ma fille. J'ai aimé ton vrai père passionnément, même si c'était interdit. » Ce séjour raviva des souvenirs doux amers. Élodie visita les lieux de son enfance, la plaza de España, où elle avait été jetée dehors, l'école où elle avait embrassé Sophia. Elle rencontra même Lucia, par coïncidence, lors d'une exposition à Madrid. « Hélène m'a parlé de toi, » dit Lucia, avec regret. C'était une erreur passagère. Élodie, magnanime, pardonna, prend soin d'elle, si c'est ce qu'elle veut. Mais au fond, la jalousie persistait.
De retour à Paris, un événement inattendu accéléra le drame. Hélène apparut à l'ouverture de l'exposition, les yeux rougis. « Je ne peux pas vivre sans toi », déclara-t-elle devant tous. La scène fut cassée. Ashtin, invité surpris, flash des photographes. Élodie, émue, accepta de discuter en privé. Elles parlèrent toute la nuit, déversant des vérités douloureuses. Hélène avoua: « J'ai eu peur de l'engagement, après mon propre rejet familial. » Élodie confia ses peurs d'abandon. Elles se réconcilièrent, avec des promesses solennelles. Leur relation renaquit, plus forte. Elles voyageaient en Espagne, où Hélène charma la famille d'Élodie. Marie devint une sœur pour elle, et Claire, une mère adoptive. Mais un conflit surgit. Hélène voulait des enfants, via adoption ou PMA. Élodie hésitait, hantée par son passé. « Et si on les rejette comme moi ?» arguait-elle. Des disputes éclataient, mêlant passion et larmes. Le point culminant arriva lors d'un séjour à Séville. Lors d'un dîner familial, Claire révéla un autre secret: Pierre savait pour ton orientation avant même l'incident. Il avait peur pour ta sécurité en Espagne. Cette révélation choqua Élodie, la poussant à confronter ses démons. Cette nuit-là, elle et Hélène marchèrent dans les jardins de l'Alcazar, sous les étoiles. « Marions-nous ici ?» proposa Hélène. Élodie accepta, mais une ombre plana, un appel de Lucia, que Hélène ignora, mais qu'Élodie vit. La suspicion revint. Élodie fouilla le téléphone d'Hélène, découvrant des messages effacés. La confrontation fut violente. « Tu me trahis encore » hurla-t-elle. Hélène nia, mais la preuve était là. Dans un moment de rage, Élodie partit, laissant Hélène en larmes. Elle erra dans Séville, repensant à sa vie, du rejet à 14 ans à cette boucle infernale. Le lendemain, un accident mineur, une chute dans les rues glissantes la fit réfléchir. Hospitalisée brièvement, elle reçut des visites, Marie, Claire, et même Hélène, qui implora: c'était innocent, une amie. Élodie, épuisée, pardonna partiellement. Mais la confiance était ébranlée. Elles décidèrent d'une pause, Hélène rentrant à Paris seule. Élodie resta en Espagne, aidant sa famille. Elle écrivit un mémoire sur son parcours, qui devint un best-seller en France et en Espagne, touchant des milliers de lecteurs. Des interviews suivirent, où elle parla ouvertement de son orientation, inspirant une génération. Mais son cœur saignait pour Hélène. Les mois de séparation furent une épreuve pour Élodie. À Séville, elle s'impliqua dans des associations LGBT locales, organisant des ateliers d'art pour jeunes rejetés. Cela lui donna un sens, un but humanitaire qui transcendait sa douleur personnelle. L'amour n'est pas seulement romantique, confia-t-elle à Marie. C'est aussi compassion pour les autres. Hélène, de son côté, envoya des lettres poignantes: sans toi, Paris est vide. Élodie répondit sporadiquement, testant ses sentiments. Finalement, elle rentra en France, prête à affronter la vérité. Leurs retrouvailles furent émouvantes, un café près de Notre-Dame, des regards chargés d'histoire. « J'ai compris mes erreurs » dit Hélène. « Et toi ?» Élodie admit: « J'ai projeté mes peurs sur toi. » Elles reconstruisirent lentement, avec thérapie et transparence. Leur amour, marqué par les épreuves, devint plus profond, plus humain. Elles adoptèrent une petite fille, Anna, d'origine espagnole, symbolisant leur union. Le mariage eut lieu à Séville, dans les jardins de l'Alcazar, avec la famille réunie. Claire, en larmes, offrit une bague familiale, pour ton vrai amour. Élodie, maintenant 35 ans, regardait Hélène avec une tendresse infinie. Leur vie était un mélange de Paris et Séville, exposition, voyage, éducation d'Anna dans un esprit d'ouverture. Le mémoire d'Élodie inspira un film, choquant le monde par son honnêteté. À la première, elle déclara: « J'ai été jetée à 14 ans, mais je suis revenue plus forte, avec amour. » Le choc pour sa famille et la société fut immense, une lesbienne réussie, mariée, mère, défiant les stéréotypes. Pierre, s'il avait vécu, aurait été surpris. Mais le message était personnel: le pardon guérit, l'amour triomphe. Dans un moment de réflexion, Élodie murmura à Hélène: « Merci d'avoir été ma lumière dans l'ombre. » Ainsi, l'histoire d'Élodie se terminait non en tragédie, mais en victoire humaine,
rappelant que même les cœurs brisés peuvent se réparer, et que l'amour, sous toutes ses formes, mérite d'être célébré.